Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des investisseurs, des notaires, des architectes et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies à avoir, les réglementations à connaître et les conseils pratiques pour réussir vos projets. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour naviguer avec succès dans le domaine passionnant de l'immobilier. Je suis Marie-Georges Conan. Durant ce podcast, je serai en compagnie d'Isaac Wayero, avec qui nous échangerons en présence de l'expert. Bonjour Isaac, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marie-Georges, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Merci. Quel est le thème du jour? Alors déjà, avant de passer au thème, Ok. nous sommes en présence de Monsieur Alou Nobel-Boigny. Bonjour Monsieur Alou. Bonjour Monsieur Alou. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Je vais très bien et je pense que tout ce qui est question foncière immobilière est de nature à me réjouir effectivement. Donc, je vais très bien. Dieu merci si vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Le titre du livre de Monsieur Alou. Voilà. Effectivement. Ok. Ma première question est de savoir qui est Monsieur Alou, s'il peut se présenter pour nos internautes. Alors, se présenter est toujours difficile. Il faut dire que Alou Boigny Nobel, déjà un Ivoirien, voilà, qui a fait ses études en Côte d'Ivoire. Pour la petite anecdote, je suis allé à l'école un peu tôt quand même. Mes parents estimaient que j'avais des signes précoces d'intelligence en griffe. Donc déjà à 2 ans et demi, j'ai été scolarisé à l'école maternelle. À 2 ans? Oui, et puis bon, je suis resté dans le circuit scolaire et universitaire. J'ai fait aussi un passage au lycée scientifique de Yamoussoukro. Okay. J'ai intégré la faculté de droit, quelque chose que je ne voulais pas faire après mon bac. Mais je pense que Dieu dispose toutes choses. Et je suis allé à l'université de Cocody, où j'ai obtenu une maîtrise en droit, carrière judiciaire. Et à 22 ans, 23 ans, j'ai présenté le concours de la magistrature et j'ai été admis major national. Donc, je suis magistrat de profession. Okay. Mais voilà, je suis aussi auteur de ce livre pour lequel je suis là ce matin. Vraiment, vous avez une brillante carrière. C'est à féliciter. Et on espère qu'avec vous, on pourra encore en tirer plus d'informations sur ce livre en question. Ma seconde question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et même à trouver ce titre pour ce livre? Alors, votre question, elle est très pertinente, hein, parce qu'il faut dire déjà que, comme je vous ai dit, je suis magistrat. J'ai eu des dossiers où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de conflits fonciers qui jonchent les prétoires des tribunaux. Deuxièmement, personnellement, et c'est le cas de tous les Ivoiriens, on a des proches, on a des personnes qui vivent des situations un peu malheureuses dans le secteur du foncier. Donc, j'ai des connaissances qui ont pris toutes leurs économies, voulant acheter un terrain et puis ça s'est soldé par une escroquerie, ils ont perdu tout leur argent. Et puis, enfin, on se dit, bon, avec toutes ces connaissances qu'on a du secteur du foncier, parce qu'on a travaillé, on a fait des recherches profondes dans ce secteur-là, comment aider les Ivoiriens? Comment aider ceux qui veulent acquérir un terrain, une possession foncière? Et je me suis dit, la Côte d'Ivoire m'a tout donné, il faut que aussi je redonne. Donc, je suis donc au carrefour du donner, du recevoir par cet ouvrage. C'est donc l'amour des populations qui souffrent dans le secteur du foncier qui m'ont mené à faire cette lanterne-là, afin que chacun ait un guide, chacun ait une boussole. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'inquiètent vraiment pour l'achat d'un terrain. C'est devenu vraiment un danger pour la population. Quel conseil vous pouvez donner pour quelqu'un aujourd'hui qui veut acheter un terrain dans un premier temps? Alors, déjà, je ne dirais pas que
acheter un terrain, c'est vrai, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et les situations malheureuses pour lesquelles nous compatissons, mais moi, j'ai une approche un peu différente. Parce que vous savez, les abeilles sont là où il y a le miel. La recrudescence des conflits que nous observons, au contraire, montre du dynamisme économique du secteur foncier de l'immobilier. Ok, oui. Voilà, cette grande pression foncière-là traduit que le foncier est un secteur extraordinaire et que la Côte d'Ivoire est en plein essor. Ce faisant, chacun voudrait avoir une terre, soit à titre patrimonial, donc ça veut dire pour construire une maison, pour se loger ou même à titre d'investissement. Oui. Donc cette pression, cet engouement sur le foncier nous donne effectivement ces situations que nous voyons. Donc en premier lieu, je veux dire déjà, il ne faudrait pas se décourager d'investir dans le foncier, dans l'immobilier, mais plutôt avoir beaucoup de connaissances pour faire un investissement beaucoup plus éclairé. Parce que la Côte d'Ivoire sera l'un des pays les plus convoités, les plus enviés de notre continent dans les années qui arrivent. Et je pense que ce sont ces prémices-là qui créent toute cette pression. Et en termes de premier conseil que je peux donner, c'est vous dire, et ceux qui nous suivent, c'est la connaissance. Vous voyez, M. Wayoro, pour investir en bourse, on prend du temps pour aller dans des écoles de formation. Oui. Pour investir dans les finances, on prend du temps pour nous former. Et pour acheter des terrains, je constate avec regret que les Ivoiriens ne prennent pas le temps de se former. C'est ça. Les gens achètent des terrains simplement parce qu'on a dit un terrain est bien situé ou que le terrain répond à notre bourse. Non, il ne faut pas acheter un terrain parce qu'on a le prix qui va avec ou que c'est bien situé. On achète d'abord une documentation administrative et juridique conforme. D'accord. Et le premier conseil, c'est donc instruisez-vous et ce genre de podcast est bienvenu pour participer à la culture foncière des populations. Très belle introduction. Ça m'envoie à vous demander déjà, en Côte d'Ivoire, quels sont les types de terrains qu'on peut rencontrer? J'entends par type, par qu'il y a des terrains en zone urbaine, en zone rurale, terrains agricoles. Comment vous expliquez ça? Quels sont les types de terrains en Côte d'Ivoire? C'est ça. Alors, j'ai envie de parler un peu latin parce que je suis juriste de formation, mais Oui. je vais expliquer. Je pense en matière foncière, il y a ce que j'appelle la summa divisio, c'est-à-dire la plus grande division du secteur foncier ivoirien. On a deux grandes familles. On a le foncier rural et on a le foncier urbain. Ok. Aujourd'hui, on va s'apaisantir un peu sur le foncier urbain parce que on voit beaucoup plus ce qui se passe dans le pays. Alors, en matière de foncier urbain, il faut simplement savoir qu'on a des terrains. Maintenant, les terrains sont issus de quel lotissement? Ou encore, ces terrains-là ont quel document administratif et juridique? D'accord. Ce faisant, on va se rendre compte qu'on a des terrains qui sont dans des lotissements qui ne sont pas encore approuvés. Approuvé, ça veut dire que dans le lotissement, le ministère de la Construction n'a pas encore donné son accord, n'a pas encore donné son acquiescement, n'a pas encore dit qu'effectivement, le lotissement qui a été fait par l'opérateur est un lotissement qui obéit, n'est-ce pas, aux règles mises en place pour faire un lotissement. Et donc, on a des terrains qui sont issus de lotissements non encore approuvés. On a des lotissements qui sont issus, du moins des terrains issus de lotissements approuvés. À côté de ces deux catégories qui créent en réalité beaucoup de problèmes, parce que vous allez voir 90% des litiges qui sont décrits, soit viennent de lotissements non encore approuvés ou de lotissements approuvés. À côté de ceux-là, on a des lotissements, donc des terrains qui ont, eux, des lettres d'attribution. Troisième catégorie, on a des terrains qui ont des lettres d'attribution. La quatrième catégorie, ce sont les terrains qui ont des ACP, donc des arrêtés de concession provisoire. On aura
l'occasion d'expliquer tout ça dans le fond de notre podcast. Et la 5e catégorie, ce sont les terrains qui ont un arrêté de concession définitive, qu'on appelle généralement ACD. Et enfin, on a les terrains avec des certificats de mutation de la propriété foncière. Voici ainsi résumé ces différentes catégories de terrains qui obéissent à des règles différentes d'achat. Donc, en fonction que le terrain est issu d'un lotissement en cours d'approbation ou pas, il y a des règles d'achat dans lesquelles que nous avons exposées dans notre ouvrage. OK. Quels sont les documents essentiels à vérifier avant d'acheter un terrain? Alors, déjà, on dira en premier, c'est l'arrêté de concession définitive. Le document à vérifier. Est-ce qu'il y a un arrêté de concession définitive? Parce que regardez même le terme. On dit arrêté de concession définitive. Ça veut dire, sur ce terrain, l'État a concédé définitivement la propriété à celui dont le nom est inscrit sur cet arrêté-là. Donc, quelqu'un qui a ce document-là, on présume qu'il a un terrain vraiment en bonne et due forme et que lui peut nous vendre. Cependant, ce type de terrains sont un peu chers à acheter. C'est ça. Ce qui fait que les populations, pour acheter des terrains, pour la grande majorité en tout cas, ne vont pas vers les ACD. Voilà, parce qu'on sait aussi, on connaît aussi les bourses des uns et des autres. C'est ça. Donc, pour revenir à votre question, la première des choses à vérifier, c'est est-ce qu'on a un lotissement approuvé? Sinon, à quel niveau le lotissement dans lequel on me présente ou on me propose le lot est au sein de l'administration. Deuxièmement, on va vous produire ces documents-là parce qu'il faut être curieux. Il ne faut pas vous gêner quand vous voulez acheter un terrain. Les terrains sont évalués en millions. Et quelquefois, on voit des acheteurs qui se gênent de poser toutes les questions qu'il faut aux vendeurs, comme s'ils étaient, je veux dire, on dit à Abidjan, serrés. Non, ne voyez pas que vous êtes seulement serré, parce que le vendeur aussi est un peu serré d'avoir vos millions. Effectivement. Donc, il faut poser les questions. Si vous me dites que c'est un lotissement en cours d'approbation, quelle est la documentation que vous avez? Et vous pouvez vous-même procéder à une vérification de cette documentation. C'est ça. Si vous n'avez pas les outils pour vérifier, référez-vous à un spécialiste de la question foncière qui pourra vous dire le lotissement il est en cours, mais nous pensons qu'il a des chances ou il n'a pas de chance d'avoir l'approbation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, lorsque le lotissement est approuvé, demandez l'arrêté d'approbation. Puisqu'on nous dit c'est approuvé, ça veut dire que le ministre de la Construction a signé un arrêté d'approbation sur ce lotissement lorsqu'on est à Abidjan et lorsqu'on est à l'intérieur du pays, le préfet, n'est-ce pas, de région a délivré une approbation sur ce lotissement. Donc, demandez à avoir cette approbation. Deuxième chose. La troisième chose, il y a des lotissements qui ont un arrêté d'approbation, mais l'arrêté n'est pas publié au journal officiel. Et ça, c'est très important de savoir si, quoique le lotissement ait été approuvé, est-ce que l'arrêté est publié au journal officiel? Et puis, avec la nouvelle réforme sur l'ACD, est-ce qu'il est publié aussi dans un journal d'annonce légale? Sinon, vous devez faire attention. Pourquoi? Parce qu'un lotissement peut être approuvé, mais s'il n'est pas publié, ça veut dire qu'au niveau du ministère de la Construction, notamment la direction de la topographie et de la cartographie, s'est rendu compte, après contrôle, qu'il peut avoir des inconformités. Et donc, on ne va pas publier l'arrêté d'approbation jusqu'à ce que les irrégularités constatées sur le lotissement soient levées. Donc, on ne devait pas commercialiser ce terrain à ce moment, puisque ce n'est pas encore... non? Votre analyse est pertinente. OK. Parce qu'en réalité, la loi, notamment le Code de l'urbanisme de 2020, qui a été modifié le 6 juin 2024, est clair sur la question. La loi nous dit, tant qu'un certificat de conformité, donc ça veut dire après l'approbation,
après la publication au journal, au journal officiel, c'est là que les ventes doivent être ouvertes. Okay. Et la loi est claire pour dire tant qu'un certificat de conformité n'a pas encore été délivré sur un lotissement, en principe, les ventes sont interdites. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez dit avoir un terrain en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, c'est un peu quelque chose de sérieux, de sélect. Les gens ne vont pas jusqu'à l'information. Mais vraiment, quand on voit Abidjan, tout le monde veut rester à Abidjan. Tout le monde veut vivre à Abidjan. Faire trop de vérifications, chercher un terrain avec ACD, c'est coûteux. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on nous propose aujourd'hui un site qui est à bon prix. Je dis n'importe quoi, qui est peut-être à 5-10 millions. J'ai la documentation, j'ai un titre foncier, je fais ma vérification. À quelle autre étape encore je dois aller avant d'acheter? C'est dur d'avoir un terrain à Abidjan. Donc, avec tout ce que vous avez dit, c'est que si on veut tous respecter ces différentes étapes-là, on va pas pouvoir acheter un terrain à Abidjan. Alors, M. Wayoro, c'est dur d'avoir un terrain à Abidjan, Oui. mais c'est dur aussi de perdre son argent. Oui. Alors, donc, il faut faire un choix. Il faut faire un choix en se disant, je vais avoir un terrain et je vais avoir un bon terrain. Ou peut-être que je n'aurai pas de terrain à Abidjan, mais j'aurai quand même un terrain pour loger ma famille. Vous savez, comme je disais, un terrain se coûte en millions. Et quelquefois, ce sont des heures de travail, des années de travail difficiles, des économies. Donc, à trop se précipiter, on peut tomber dans le précipice. Oui. Voilà. Je conseille de vouloir faire un achat de terrain. Si on peut le faire à Abidjan, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on a encore l'intérêt du pays qui peut nous permettre de le faire. De toutes les manières, la Côte d'Ivoire est un beau pays, un grand pays, et je pense que le foncier, après Abidjan, aura d'autres pôles qui vont prendre beaucoup de valeur. On espère tous, parce que tout est concentré à Abidjan. Franchement. Bien évidemment, mais aujourd'hui, regardez les études qui se font avec les schémas directeurs. On est en train de voir qu'aujourd'hui, et c'est une réalité qui n'est pas propre au fait à la Côte d'Ivoire. C'est une réalité qui est propre au développement de chaque pays. Vous prendrez un peu l'historique, l'histoire de l'urbanisme des pays. Vous verrez que le développement a commencé toujours dans une ville, dans un endroit. Et après, on voit que tout est engorgé et on commence à penser à d'autres villes. Donc aujourd'hui, on a Yamoussoukro qui a un schéma directeur qui est fait. Et on est sûr que la délocalisation de la capitale se fera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas après-demain, mais ça sera une réalité. Vous voyez, Abuja et Lagos, ceux qui étudient un peu l'urbanisme. Donc, on a des pôles comme San Pedro, on a des pôles comme, il y a même chez moi à Tomodi. Pourquoi pas? Moi, voilà. je viens de Tomodi aussi. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut ne pas seulement être attaché à Abidjan. Si on a la bourse qui va, on y va. Si on n'a pas, il y a encore la périphérie qu'il faut exploiter. Le plus important, c'est pas de pleurer. Oui. C'est d'avoir une acquisition foncière. Tout à fait. Dans vos différents arguments, vous avez parlé de deux types de lotissements. Lotissement approuvé, lotissement non approuvé. Parmi ces deux types de lotissements, lorsque une personne prend un terrain dans un lotissement approuvé, et même avant de prendre le terrain dans le lotissement approuvé, vous avez dit il y a la lettre qui doit figurer dans le journal officiel. L'arrêté d'approbation. Où on trouve l'arrêté d'approbation qui figure dans le journal officiel? C'est sur quel site? C'est quelle entité qui nous donne cette information-là? Alors, votre question m'emmène à me souvenir de mon avant-propos dans mon livre intitulé Acheter un terrain en toute sécurité. Je dis Nemo censé tout ignorare legem. Ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Okay. Et donc, généralement, un arrêté il est publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire qui est tenu, je pense, dans les locaux de la primature au plateau. Et puis, à côté de ça, j'ai parlé d'un journal d'annonce légale.
Donc, le journal d'annonce légale, c'est le journal qui a qui se fait en grand tirage et qui généralement couvre tous les territoires. On a, sans vouloir faire de publicité, par exemple, comme Fratmat. Voilà, Fraternité Matin, par exemple, un journal à grand tirage. Donc, on a toujours des pages en dernier dans le journal où vous avez les informations officielles importantes. Donc, il faut, quand on est opérateur économique, quand on veut investir dans le foncier, quand on est intéressé par le secteur de l'immobilier, il faut avoir le réflexe de toujours acheter ces journaux-là et regarder les dernières pages relativement aux informations. Vraiment, merci pour cette information parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens ne lisent plus les journaux, ils ne vont plus aux informations. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que on est dans ce genre de perte d'argent. Donc, c'est pour moi, après avoir vu maintenant dans le journal officiel, le site, il a approuvé. Je veux faire mon achat. Vous avez dit, je me confie à un spécialiste. Prochaine étape, je passe à l'achat ou il y a une autre étape encore de vérification à faire? Alors, comme je disais, déjà, on n'est pas forcément obligé de se confier à un spécialiste si, par exemple, on s'est documenté, on a lu et on a bien compris le foncier. Parce que tout le monde aussi n'a pas les moyens de prendre un spécialiste. Donc, si on n'a pas les moyens de prendre un spécialiste, voilà, il faut prendre le type d'ouvrage que nous, on propose. Vous lisez, vous essayez de comprendre. Par cet ouvrage-là, j'emmène mon lecteur à devenir autonome, indépendant dans la compréhension du secteur foncier, d'un français clair, dans un français méthodique, avec beaucoup de pédagogie. Et donc, une fois qu'on a l'arrêté d'approbation, pour revenir à votre question, qui est publié, je pense, on peut se rendre maintenant dans les services aussi de l'administration en charge de l'urbanisme, notamment le ministère de la Construction à Abidjan. Et quand on est à l'intérieur du pays, dans les directions départementales ou régionales de la construction, on essaie de voir les responsables pour dire on est intéressé par tel lotissement. Est-ce que ce lotissement-là souffre de contestation? Est-ce que vous en avez connaissance? Puisque vous êtes la porte d'entrée, c'est vrai qu'il est publié, mais on ne sait jamais. Et cette démarche, elle est importante et c'est pourquoi je me réjouis de votre question. Pourquoi? Parce que quelquefois, un lotissement peut être approuvé, mais il peut avoir une mesure de sursis sur ce lotissement. Donc, vous voyez que l'arrêté est publié au journal officiel, mais le ministère de la Construction ou même le Conseil d'État prend une mesure de sursis sur ce lotissement parce qu'après le lotissement, il y a eu des contestations, soit des communautés villageoises, soit d'un opérateur qui estime avoir des droits depuis des années, mais qui n'a pas été consulté pendant l'enquête publique. Bref, il peut y avoir des contestations qui surviennent après même la publication au journal officiel. Donc, la démarche que vous faites d'aller au ministère de la Construction pour demander est-ce que vous avez écho de mesures ou de contestations est déjà une bonne démarche. La deuxième chose que je peux donner aussi à mon lecteur, c'est vous rendre dans les tribunaux. Parce qu'on peut avoir un terrain approuvé, publié au journal officiel, on va au ministère de la Construction, on n'a pas écho qu'il y a de contestation, donc on vous dit non, il n'y a aucune contestation. Mais il peut y avoir une contestation au tribunal. Parce que ça, on sait que les services ne sont pas connectés les uns des autres. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, il peut y avoir au tribunal une contestation judiciaire contre ce lotissement ou contre ce terrain. Et si vous vous rendez au lieu du tribunal du terrain, on peut dire, le greffe peut vous dire, ah, c'est vrai, il y a un dossier aujourd'hui dans notre rôle d'audience ou depuis un certain moment qui prouve qu'il y a des contestations et l'affaire même est à tel niveau devant les juges. Donc, cette vérification aussi au niveau des juridictions que beaucoup ne savent pas, je la conseille. Et puis enfin, on peut, si il y a déjà des titres sur les terrains, se rendre à la conservation foncière, qui est un service de la Direction générale des impôts. Quand vous partez dans toutes les localités, il y a toujours un service des impôts. Et là-bas se tient la conservation foncière
et vous partez là-bas, vous pouvez demander un titre foncier, un état foncier du lot. Si déjà il y a un titre, si déjà il y a un TF qui est créé sur ce terrain-là, vous demandez un titre foncier, un état foncier du moins. Et en fait, c'est tomber l'état foncier, vous le verrez dans mon livre au niveau de la page 60, 62. On vous tirera un état foncier et on vous dira, attention ici, on voit qu'il y a une hypothèque sur ce terrain-là. C'est vrai, il n'y a pas de contestation, hein, mais c'est hypothéqué. De sorte que vous ne pouvez pas l'acheter. Là, c'est lorsqu'on vous donne le titre foncier du site. Oui. Vous pouvez faire cette vérification-là. Effectivement. Puisque je vous ai dit de poser beaucoup de questions aux vendeurs. Voilà. Ne soyez pas gênés ni avares. Voilà. Il risque de prendre toutes vos économies. Donc, posez-lui toutes les questions. Et si vous, dans les questions ou la documentation mise à votre disposition, vous avez un numéro de TF qui vous est produit, allez à la conservation foncière aussi, demandez l'état foncier. Parce que quelquefois, il n'y a pas de litige. Moi, j'en ai connaissance de ce genre de dossier. Expliquez. Où il n'y a pas de litige sur le terrain. Mais le terrain, il a été hypothéqué. Ça veut dire que le vendeur a déjà vu, par exemple, une banque qui lui a remis des centaines de millions sur le lot. Et par la suite, il revient vous vendre. Donc, vous ne verrez aucune trace de litige sur ce terrain, mais ce n'est pas un terrain qui est accessible à la vente. Et dans ce cas, comment vérifier que le vendeur est bien le propriétaire? Donc, l'état foncier, comme je vous l'ai dit, si vous partez à la conservation ou bien l'état foncier même historique, va faire sortir tous les noms et tous le nom de celui qui est le propriétaire, le vrai propriétaire. Donc, ça vous permettra de savoir aussi si celui qui vous vend le terrain est propriétaire et s'il est propriétaire, est-ce qu'il a la libre jouissance de vendre le terrain? Parce qu'on peut être propriétaire et ne pas avoir la libre jouissance parce que le terrain est hypothéqué. Ok. C'est lourd, hein. Franchement. C'est vraiment pas facile. C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de... Pour les novices, pour les personnes qui aujourd'hui sont en train, surtout les jeunes, qui veulent investir dans l'immobilier, plus précisément le foncier, de pouvoir maîtriser toutes ces étapes-là. Vraiment, vous faites bien d'être parmi nous pour nous éclairer un peu sur toute cette histoire. Aussi, on avait parlé aussi des types de lotissements toujours. Il arrive souvent que des personnes commercialisent des lotissements qui ne sont pas encore approuvés. Mais déjà, il faut dire que les lotissements non approuvés, c'est un budget, il est à coût réduit, donc ça permet à chacun de pouvoir au moins acquérir un bien. C'est vrai, vous allez me dire, c'est pas sécurisé, mais c'est ce que mon agent déjà peut payer. Lorsque j'acquiers un bien dans un lotissement qui n'est pas encore approuvé, est-ce que je peux moi-même faire des étapes jusqu'à ce que j'ai mon ACD, ou bien je dois attendre à ce que le promoteur fasse les étapes pour que j'ai l'ACD? Votre question est pertinente. Et vous savez, j'ai une approche autre quand même. Hein. C'est vrai que je suis juriste de formation, mais j'ai aussi une approche autre qui ne consiste pas systématiquement à dire n'achetez pas des terrains dans les lotissements non approuvés. D'accord. Ça peut surprendre, oui. Parce que je pense que la sécurité juridique et foncière m'aurait dit acheter seulement des terrains avec ACD. Oui. Comme quelquefois on entend dire, ou bien acheter des terrains déjà où il y a toute la sécurité. Pas forcément. Pas forcément parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un terrain à 20 millions, oui, à 15 millions. Et l'exemple que vous prenez est un bel exemple. On a un jeune étudiant. On a une personne qui se débrouille, comme on dit. Elle aussi. Et ce matin, je lisais la Constitution ivoirienne qui disait le droit de propriété est un droit garanti à tous les Ivoiriens. Donc, chaque personne a le droit d'être propriétaire. Maintenant, la question, c'est de savoir comment je fais. Plus on a les moyens, plus on n'a pas besoin d'accroître son intelligence. Parce qu'on peut avoir une batterie d'experts auto et puis bon, on paye. Mais moins on a les moyens, on doit accroître son intelligence, tout simplement, pour pouvoir faire une acquisition. Donc, ce que je peux dire, premièrement, l'opérateur qui mène le lotissement, c'est celui-là qui est le seul reconnu par l'administration pour suivre la procédure de lotissement. Donc, même si vous avez acheté un terrain,
dans un lotissement en cours d'approbation, vous ne pouvez pas par vous-même faire les démarches. Parce que vous allez avoir un lot, deux lots. Mais le lotissement, ça peut être 100, 200, 300 lots. Donc, c'est tout un ensemble de lots. Et c'est l'opérateur ou la société immobilière ou celui qui est en charge, en tout cas le lotissement, c'est le seul qui est l'interface entre vous et l'administration. Donc, c'est lui qui est en charge de faire la documentation. Alors, vous, quelle doit être votre posture? Votre posture doit être, premièrement, est-ce que son lotissement est un lotissement qui a des chances de prospérer? Puisque là, on est en train de parler des lotissements en cours d'approbation, où les gens n'ont pas les moyens, mais ils veulent quand même là. Parce que là, les lots sont à 1, 2 millions, bref, en fonction de la zone. Donc, vous, en tant qu'acheteur, vous devez d'abord vous dire, est-ce que le lotissement a des chances de prospérer? Et donc, vous faites votre petite vérification. C'est situé où? Est-ce que il n'y a pas de contestation? La communauté villageoise est-elle associée à ce projet? Les propriétaires terriens sont-ils associés? Ils ont donné leur approbation? Est-ce qu'il y a déjà des avis conformes de la mairie et autres? Première étape. La deuxième étape, pour investir, faites une enquête avec ceux aussi qui ont déjà souscrit à ce projet. Okay. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez déjà maille à partir avec l'opérateur? Donc, cette petite enquête des autres souscripteurs, vous savez, en Afrique, souvent, on aime cacher nos projets. Oui, alors c'est pas tout, on dit. On aurait posé, voilà, où les sorciers vont nous empêcher de faire le projet. Affaire de terrain, hein. Voilà. Or, si on prenait la peine de poser des questions à ceux qui sont déjà dans le projet avant, nous peuvent dire, ah, j'ai payé, mais je commence à avoir des doutes. C'est bizarre, comme vous le dites. Je vous conseille pas trop. Donc, il y a aussi cette petite enquête d'autres personnes qui sont dans le projet avant vous. La troisième chose, c'est de regarder aussi la moralité de l'opérateur. C'est très important. Il a forcément un passé. Est-ce qu'il a déjà fait des lotissements à succès? Même si c'est pas à succès, on a 1 ou 2. Oui. Donc, déjà, il comprend le rouage. Parce que si c'est son premier lotissement, il vous embarque dans les erreurs. Pas forcément parce qu'il est de mauvaise foi, hein, mais vous savez, dans l'entrepreneuriat, dès le début, il y a toujours des erreurs à commettre qui forgent l'expérience de l'entrepreneur. Donc, si vous partez avec un entrepreneur dans le secteur du foncier qui a son premier projet, vous allez partager les erreurs avec lui. Vous serez le cobaye. Bien sûr. Donc, voici des éléments qui doivent vous permettre de savoir si je vais dans ce projet de lotissement qui est en cours d'approbation ou pas. Vraiment, là, on rentre encore une fois de plus dans le vif de notre sujet. Lorsque on a fini cette petite vérification et que on est satisfait ou pas, ça dépend maintenant de l'individu de soit continuer ou annuler son achat. Mais dans le chapitre 2 aussi de votre ouvrage, vous parlez de l'achat d'un terrain sans attestation des autorités coutumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de plus en plus, c'est quand même réduit cette hypothèse, mais ça existe encore. On a des personnes qui se font confiance. Elles disent, bon, notre terrain là, pour le moment, il n'y a pas encore d'approbation, mais je te propose de l'acheter. Et puis, elles saisissent soit à l'ordinateur ou à main levée. Elles se font des reconnaissances des dettes. Vous dites, je reconnais que monsieur, madame, X ou Z a acheté mon terrain à 1 million devant 2, 3 témoins et il signe. C'est ce que j'appelle l'achat de terrain sans attestation coutumière. Là, c'est dangereux. Mais très dangereux. Très dangereux parce qu'on ne sait pas si vous êtes la 10e personne à qui on fait ça sur ce terrain. Est-ce que c'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont au moins 5 sur un même lot? C'est ça. Parce que les gens se font confiance. C'est mon oncle, c'est mon patron, c'est le beau-père de mon ami. Donc, souvent, les gens se font confiance sur la base de propos et même de visites, quelquefois, de sites. C'est ça. Avec des bornes, avec des poteaux électriques. Et ils lui disent,
ça va prendre. Si tu ne te positionnes pas là, quand ça va devenir 10 millions, tu auras tes yeux pour pleurer. C'est ça. Et donc, ils font ces transactions. Mais non, je vous le dis, en matière foncière, et c'est vrai dans tous les pays, le foncier est très réglementé. Et deuxièmement, on ne fait jamais confiance quand il s'agit de faire sortir de l'argent. Donc, il ne faut pas. Vous voyez, en réalité, et on pourra en parler, la majorité des litiges que nous constatons aussi, c'est quoi? Il y a aussi une part de responsabilité des acheteurs et des populations dedans. Pourquoi? Alors, parce que je l'ai dit, investir dans le foncier, qui est d'ailleurs le plus grand de tous les biens sur Terre. Parce que n'oublions pas que nous sommes sur la planète Terre. Donc, le rapport de l'homme et de la Terre est vraiment consubstantiel. Des livres saints disent même que l'homme est fait de la Terre. Alors, on ne peut pas s'investir dans la Terre en remettant son sort à l'administration, uniquement en remettant son sort à un opérateur, en remettant son sort à un service commercial. Moi, en tant qu'homme, je suis fait de terre, je dois comprendre d'abord la terre, parce que la terre et moi, c'est un partenariat. Et ce n'est pas quelqu'un qui devrait venir m'expliquer la terre. Voici pourquoi j'ai dit, il y a quand même une grande dose de notre responsabilité. Encore, je ne dis pas que d'autres entités ont leur responsabilité à jouer, mais je me dis, la question, elle est d'abord personnelle de notre responsabilité. Et lorsque on parle, vous avez parlé de deux types, CMPF, ces genres de... C'est à quel moment on parle de ces genres de documents-là? Est-ce que pour un terrain qui a un ACD global et qu'aujourd'hui le client veut être pleinement propriétaire de son bien, c'est là qu'on parle de mutation, ou bien directement quand il a son ACD, il est totalement propriétaire? J'aimerais savoir, parce que ce sont des thèmes aussi techniques. Il faudrait que chacun de nous puisse comprendre à quel moment on parle de CMPF et d'ACD global, d'ACD aussi tout court. D'accord. Alors, c'est une question tellement pertinente. Je me demande s'il faut répondre par brille ou il faut prendre toutes les étapes pour pouvoir expliquer. Déjà, comme je l'ai dit, on va venir un peu à l'historique du foncier. Il faut dire que dans chaque État, il y a un choix à faire sur la propriété foncière. Il y a des États qui disent « je suis propriétaire de toute la superficie du pays ». Et il y a des États qui disent « la terre appartient aux populations ». On se rend compte que dans l'article 167 du Code de l'urbanisme, l'État est clair. L'État dit « toutes les terres, même les terres sans mètres et les terres agricoles, lui appartiennent. » Donc l'État a déjà établi le principe de l'appartenance des 322 462 km² font partie de son domaine foncier. Mais l'État, en même temps, se dit, certaines personnes peuvent vouloir devenir propriétaires d'une parcelle de ma superficie. Et donc, l'État va mettre en place une procédure. Je pense qu'à partir de ce podcast, on va comprendre beaucoup de choses. Oui. L'État va mettre une procédure pour dire, je suis propriétaire, mais les personnes qui vont se soumettre à cette procédure que je mets en place peuvent devenir propriétaires d'une partie de terrain que je possède. D'accord. D'où la procédure d'ACD. Ok. C'est donc dans cette procédure qu'on va entendre parler de lotissement. Et le lotissement doit être approuvé. Et quand le lotissement est approuvé, on va délivrer une attestation villageoise qui aujourd'hui a migré vers l'attestation des droits d'usage coutumier. Et dès qu'on remet, l'autorité coutumière remet l'attestation villageoise ou l'attestation des droits d'usage coutumier, le bénéficiaire va au ministère de la Construction, notamment au guichet unique du foncier, et il fait maintenant sa demande d'ACD. Il y a plusieurs étapes. Mais si la demande d'ACD prospère,
l'État lui donne ce qu'on appelle l'arrêté de concession définitive pour dire je suis propriétaire, mais tu t'es soumis à une procédure que moi-même j'ai réglementée dans différents textes et codes. Et comme tu t'es soumis avec succès, je te concède sur les 500 mètres carrés, sur les 1000 mètres carrés que tu m'as demandé, je fais désormais de toi propriétaire. Ok. Donc, on a l'arrêté de concession définitive. Autrement dit, l'État vous a concédé de façon définitive des droits de propriété sur la parcelle ou sur le terrain que vous avez pris. Et vous, en tant que propriétaire désormais définitif, vous pouvez dire à mon tour, je cède mon terrain à quelqu'un d'autre. D'accord. Et si vous vous cédez, parce que vous êtes le premier acquéreur qui a un titre définitif, donc si vous vous cédez à une autre personne, cette personne n'aura pas une ACD. Cette personne aura plutôt un certificat de mutation de propriété foncière. L'expression est là. On certifie qu'à vous, on a muté une propriété foncière qui appartenait à un premier à qui l'État avait concédé définitivement des droits sur la parcelle. Ce sont les mêmes valeurs. Ce sont les mêmes valeurs juridiques, mais qui viennent dire que lui n'est pas le premier détenteur de droits sur la parcelle, il est peut-être le deuxième, le troisième, le énième. Et au fur et à mesure que ce dernier vend encore le site, c'est toujours une mutation. Toujours une mutation. Ok, ce qui est clair. Et à quel moment on a un terrain qui a un ACD global? Alors, belle question. L'ACD global intervient lorsque on ne procède pas à un lotissement. Parce que le droit commun, ça veut dire la manière ordinaire d'obtenir des terrains, c'est qu'on fait un lotissement. Le lotissement, il est approuvé. Oui. Et comme il est approuvé, on commence à vendre les lots et chaque bénéficiaire de lot demande un ACD. Il peut arriver que pour une grande superficie, on ne décide pas de faire un morcellement. Au passage, le morcellement n'est rien d'autre que la division d'une grande superficie en petits lots. Donc on a 20 hectares, on va fractionner en 500 mètres carrés, en 400 mètres carrés, avec naturellement des règles d'urbanisme, avec des règles de viabilisation. C'est ça un lotissement. Mais on peut dire on a 20 hectares, mais on ne fera pas de lotissement. On va aller directement demander à l'État de faire de nous propriétaires de ce lot. C'est dans ce cas qu'on dit, en réalité le bon terme, ce que la loi appelle, c'est l'ACD hors lotissement. D'accord. Mais la pratique, les opérateurs fonciers, les entrepreneurs dans le secteur du foncier, les communautés villageoises ont appelé ça l'ACD global. Mais vous voyez, parce que je vous ai dit que ça englobe une grande superficie de terre. Donc la pratique a appelé ça l'ACD global. Sinon, c'est l'ACD obtenu en dehors d'un lotissement. D'accord. Voilà. En fait, c'est beaucoup entendu en Côte d'Ivoire. ACD global. C'est ça. Mais il n'y a pas de risque, non? Il n'y a pas de risque puisque si vous obtenez l'ACD, sur cette superficie aussi, l'État vous a concédé définitivement la propriété. Le risque viendrait, tout comme dans les lotissements, lorsque l'ACD est en cours. Ok. Parce que dans les lotissements, le risque est là lorsque le lotissement est en cours. Puisque pour le lotissement en cours d'approbation, rien ne justifie ou rien ne prouve que l'État va approuver à la fin ce lotissement, n'est-ce pas? Oui. Lorsque l'ACD hors lotissement, qu'on appelle ACD global, est aussi en cours, rien ne prouve que l'État va concéder définitivement les droits de propriété à celui qui a fait la demande, fût-il une société ou une personne physique. Et généralement, le risque est là parce que les opérateurs vendent déjà les lots sans avoir obtenu l'approbation pour les lotissements ou sans avoir obtenu encore l'ACD pour les ACD qu'on appelle global. Et ce que je vois, quelquefois, ça me fait un peu rire.
La Bible dit, je suis chrétien, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On voit que quelquefois, l'ACD global est en cours et le vendeur propose ou présente comme document justificatif pour convaincre le vendeur, il lui propose un ordre de recette où il est écrit dessus ministère de la construction en tête et effectivement demande d'ACD. Généralement on appelle ça l'ordre de recette. Il lui produit l'ordre de recette. Le vendeur produit aussi un plan topographique, un extrait topographique. Il peut lui produire quelquefois d'autres documents qui prouvent que l'administration est en train d'examiner la demande d'ACD globale. Et voici ces documents-là qui sont présentés au vendeur et le vendeur convaincu et met à la disposition du vendeur plusieurs millions. Mais ce n'est pas parce que vous vous êtes inscrit pour présenter le bac, on vous a donné une collante, une convocation, même une carte d'identité que vous allez avoir le bac. Rien ne prouve que vous aurez le bac. Malheureusement, juste sur la documentation produite pour dire qu'on a un dossier en cours pour une demande d'ACD, on achète des terrains et après, quand on n'a pas acheté, on n'a pas obtenu effectivement le terrain, on est offusqué aussi. Oui. Voilà. Voici pourquoi je dis, il y a aussi une question de responsabilité personnelle. Ça, c'est vrai. L'État doit jouer sa part, mais les acheteurs doivent aussi jouer leur part. Aujourd'hui, l'État joue sa part en cherchant à créer, on parle de l'ADU. On entend ici et là l'ADU. Pour vous qui êtes magistrat dans le droit, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ADU? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment aider la population ivoirienne dans l'achat de terrain? Est-ce que ça va sécuriser les achats de terrain? Ou bien il y aura encore beaucoup de temps avant que cela soit vraiment concret? Alors, cela encore m'emmène à penser sur l'attestation villageoise, puisque il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, pour être définitivement propriétaire, comme je l'ai dit, il y a un document que vous devez avoir que j'appelle le commencement de votre propriété ou de votre droit de propriété. Avant 2013, pour prétendre avoir un ACD, parce que l'objectif c'est l'ACD au fait. Ce n'est ni l'attestation villageoise, ce n'est ni l'ADU. L'objectif c'est d'avoir un arrêté de conscience définitif. Et j'ai décrit une procédure que l'État a mis en place. Si vous soumettez à cette procédure, vous aurez l'ACD. Oui. Et donc, dans cette procédure, le premier document qu'on vous demande, à l'époque, avant 2013, c'était la lettre d'attribution. À partir de 2013, notamment le 2 juillet 2013, il va y avoir une ordonnance qui va dire on invite les autorités coutumières, puisque la terre on va dire, un droit d'usage sur la terre. Donc, au lieu que ce soit l'administration qui donne des lettres d'attribution, on va désormais demander aux autorités coutumières de donner des attestations villageoises. Puisque les terres sont dans leur village. Donc, c'est elles qui vont attester que monsieur ou madame a acheté ce terrain et que de façon coutumière, on lui reconnaît un commencement de droit, pas un droit. D'accord. Un commencement de droit sur le terrain. Et l'autorité coutumière délivre l'attestation villageoise. C'est à partir de cette attestation villageoise qu'on va faire le dossier technique et tout ce qui va avec. Compulsoire. Tout. Okay. Et on demande l'ACD. On s'est rendu compte que l'attestation villageoise a quelques faiblesses. Et ça, il faut le dire clairement. Pas forcément du fait des autorités coutumières, mais à des faiblesses. C'est l'expérience du terrain qui donne de le constater. Première faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut d'un cyber reproduire une attestation villageoise. Deuxième faiblesse, il est facile d'imiter la signature.
du chef, par les escrocs naturellement. Oui. Troisième faiblesse, certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines autorités ont délivré des attestations villageoises sur un même lot à plusieurs personnes. Enfin, il y avait aussi le coût des attestations. Dans certains villages, les attestations sont à 50 000. Dans d'autres villages, on va jusqu'à 1 million. Wow. Donc, l'État s'est invité à dire, si l'attestation villageoise a des faiblesses, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, bon, comme les communautés villageoises n'ont pas suffisamment de moyens techniques et technologiques pour faire un document sécurisé, nous, l'État, on va faire ces documents sécurisés pour eux. Ok. Donc, un papier sécurisé avec des stickers, avec des hologrammes, avec un QR code qui permet de sécuriser ce document pour éviter les falsifications. Pour éviter aussi que le document soit délivré en même temps à plusieurs personnes. J'ai établi d'ailleurs dans mon livre la règle de une ADU, un terrain. Ok. Désormais, avec l'ADU, on va établir ce principe de une ADU, un terrain. Ce faisant, l'État prend en charge de créer, de délivrer, d'établir une ADU bien sécurisée, mais qu'il remet par la suite aux autorités coutumières qui apposent leur signature et qui délivrent aux bénéficiaires. D'accord. La bonne chose encore avec l'ADU, c'est que ça ne sera pas seulement un document délivré uniquement. Chaque attestation des droits d'usage coutumier sera reliée à un terrain. Et comment relier à un terrain? Parce que chaque terrain aura déjà un titre foncier créé, enregistré par les services du cadastre. Donc chaque terrain sera déjà au préalable immatriculé. Et après l'immatriculation du terrain, on va délivrer l'ADU. Et cette ADU sera maintenant remise par l'autorité coutumière aux bénéficiaires. De sorte que, même si on veut falsifier, on est sûr que l'ADU répond à un terrain déjà immatriculé. Donc ça sera un faux document, mais lorsqu'on va interroger le système, le vrai propriétaire sera automatiquement identifié, informé. Surtout qu'on a un QR code qui vous permet aujourd'hui, même en ligne, de scanner et d'avoir l'information en temps réel. Donc, dans l'avenir, chaque ADU aura un QR code. Tout ADU qui sera délivré, même pas dans l'avenir, aura un QR code. Dès maintenant, s'il y a des ADU qui sont délivrés, ils auront un QR code. Donc, c'est une très belle innovation et je pense qu'il va résoudre les problèmes que nous constatons. Vous voyez aujourd'hui tous les problèmes qu'on constate. Ouais. Plusieurs personnes sur un même terrain C'est dangereux, ont une ça. ADU. Oui. Et du moins une attestation. Une attestation, oui. Donc ça va corriger profondément. Intéressant. Mais vous avez dit, lorsqu'on veut demander, on veut faire l'achat de l'attestation villageoise, c'est 50 000, soit 1 million. L'ADU va être combien comme ça? L'ADU n'a pas de coût d'après ce que le ministère de la Construction a déjà dit dans les différents communiqués. L'ADU est à titre gratuit. Ok. D'après toutes les lectures et les informations que j'ai eues. En espérant que ça ne change jamais. Sauf changement ultérieur. Mais je comprends la gratuité. Déjà, la gratuité, pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que les autorités coutumières établissaient avec leurs propres moyens l'attestation villageoise. Raison pour laquelle ils facturaient. Ils facturaient. Ok. Puisqu'il faut payer un ordinateur, il faut avoir une imprimante, il faut avoir de l'encre, bien sûr. Mais si aujourd'hui tout le process de délivrance est pris en charge par le ministère et qu'on demande à l'autorité coutumière de signer, bon, je pense que c'est par là la gratuité. Mais encore, au-delà de la gratuité, il y a aussi des considérations économiques parce que, quoi qu'on dise aussi, le chef de village a besoin, c'est une réalité, il n'y a pas de royauté sans moyens. Moi-même, je vous l'ai dit. Voilà, il n'y a pas de royauté sans moyens, donc il a besoin aussi d'avoir certainement des fonds, peut-être pour subvenir à quelques situations dans le village ou encore au développement même de son village à son niveau. Donc, ce sont des choses qui peuvent être analysées. De toutes les manières, pour le moment, le ministère de la Construction a annoncé que l'attestation des droits d'usage coutumier
sera délivré à frais zéro. Ça, c'est une très bonne information. Oui, franchement, c'est une très bonne information. Moi, je voulais savoir, faut-il privilégier l'achat d'un terrain avec un promoteur, un particulier ou simplement l'État, selon vous? Selon moi, il faut privilégier la connaissance avant d'acheter un terrain. Peu importe, Peu importe. le vendeur. OK. Que ce soit l'État, que ce soit l'opérateur économique. Si vous avez de la connaissance, vous pourrez dire à l'État, il me semble qu'il y a une petite situation À sur l'État? ce terrain. Mais why not? Puisque l'État même a fait des procédures, D'accord. n'est-ce pas? L'État a fait des procédures. Ouais. Ça peut arriver qu'il peut avoir soit des omissions ou qu'on n'aurait pas bien lu quelque chose. Donc, vous pouvez dire, j'ai l'impression, si c'est l'État qui est votre vendeur, C'est ça. n'est-ce pas? Si c'est un opérateur, fut-il chevronné, si vous avez un minimum de connaissances, vous pouvez dire ceci ou cela. Moi aussi, j'achète des terrains. Mais je ne me fie pas à ce que l'opérateur le plus chevronné me dit. J'achète parce que je comprends. Et acheter un terrain, je le dis dans mon livre, c'est un état d'esprit. Il y a l'état d'esprit de celui qui achète un terrain. Et cet état d'esprit-là est forgé par votre connaissance. OK, d'accord. Monsieur Alou, vraiment, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui. Il faut dire que forcément, on aura une autre rencontre encore avec Maître, si vous me permettez, Maître Alou. Je préfère Monsieur Alou. Ok. C'est beaucoup plus simple. On aura vraiment une autre rencontre et pour mieux décortiquer ce beau livre. Mais où on peut le trouver? Ce livre, il est disponible à la Librairie de France, à la FNAC Cap Sud et Cap Nord. Il est disponible également à la librairie Carrefour Siloué à Cocody Saint-Jean. Et aussi, nous avons nos collaborateurs, voilà, qui peuvent procéder aux livraisons de ceux qui le veulent. Donc, si vous me permettez, je peux donner un numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez appeler le 07 02 71 72 73. Le 07 02 71 72 73. Le livre est disponible 24 heures sur 24. Et je voulais dire pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, notamment la diaspora, le livre est disponible sur Amazon. C'est un livre très demandé par la diaspora aujourd'hui. Donc, il est vendu en Europe, il est vendu au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. On pourra aussi vous laisser le lien Amazon, ou vous partez sur Amazon, vous tapez « Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire », vous aurez votre livre. Futur best-seller. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Monsieur Alou. Ce fut un plaisir. Franchement, si on veut continuer, on va pas finir, comme on dit. Donc, on va vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Et on espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Pourquoi pas pour un tome 2? Parce que l'immobilier, ça ne finit jamais. Et puis, voilà. Aux différents abonnés, on va vous demander de suivre ce podcast et puis de rester connectés pour la suite. Merci beaucoup et à très bientôt.